Joël Tchongwe, bonsoir. Bonsoir Vigile Avancé, bonsoir à toutes et à tous. Alphonse Maurice Soulé, bonsoir. Bonsoir à vous, Vigile Français, bonsoir à tous. Honoré Benjamin Naoum, bonsoir. Bonsoir à vous, Virgile Avancé, bonsoir le plateau et bonsoir les amis auditeurs. L'ancien chef d'État Boni Yayi sort de son mutisme. C'est le titre d'un journal, le confrère de la matinée, pour ne pas le nommer, pour parler donc de cette lettre à la République. En tout cas, c'est l'intitulé, cette lettre publiée par Boni Yayi sur sa page Facebook hier, pour se prononcer sur la gouvernance de Patrice Talon, son successeur. C'est la première fois donc l'ancien chef d'État se prononce sur la gouvernance de Patrice Talon depuis son départ donc, de la Marina depuis le 6 avril 2016. Pour vous qui avez certainement lu cette lettre, est-ce que c'était nécessaire? Sur l'aspect de la nécessité ou pas de cette lettre à la République signée par Boni Yayi, ou bien même la pertinence ou pas de l'initiative de Boni Yayi, je pense que les appréciations peuvent être divergentes à condition qu'on puisse étudier d'abord le profil de ceux qui veulent apprécier. Quand vous voyez un peu aujourd'hui comment est-ce que déjà la presse locale a eu à traiter cette lettre à la République de Boni Yayi, vous voyez qu'il y a deux grandes tendances dans la presse locale. Il y a une tendance qui tend à avilir l'image de l'ancien chef de l'État béninois Thomas Boni Yayi et qui le condamne fermement et qui trouve que cette démarche, elle est impertinente parce que, au regard du bilan qu'il a légué en héritage à son successeur. De l'autre côté, vous avez vu d'autres médias qui ont vu que cette lettre ouverte, cette lettre à la République donc de Boni Yayi était venue à point nommé un peu pour caricaturer un peu la gouvernance actuelle, puisque quand vous voyez un peu déjà dans le fond de la lettre, vous voyez que Boni Yayi ne s'est pas contenté, comme on le connaissait auparavant, de faire donc dans l'émotion. Vous vous rappelez encore de ces larmes versées au cours de l'appel de Jeffa le 14 avril 2018, si mes souvenirs donc sont corrects. On a vu Boni Yayi qui est très émotif, émotionnel et qui, à chaque fois, il parle avec son corps, il parle avec ses écrits. Cette fois-ci, il a préféré véhiculer un message à travers un écrit. Je pense qu'il est un Béninois comme tout le monde. Il est un citoyen comme tout le monde, même si on lui ôte le titre donc d'ancien chef de l'État. Il demeure citoyen de la nation. Et à ce titre-là, je l'ai toujours dit, il jouit donc de ses droits civiques, politiques et tout ce que vous savez. Il a l'obligation morale et le devoir, il doit même se faire le devoir de temps en temps d'opiner sur les questions d'intérêt national, d'opiner, de donner son avis. Et surtout quand on a été chef d'État, quand on a passé 10 années à gouverner un pays, je pense que se fondre dans une sorte de mutisme tout le temps, ce n'est même pas bien. Ça ne rend pas service à la nation. Boni Yayi, moi je le considère comme encore un jeune ancien chef de l'État, contrairement à ce qui est véhiculé dernièrement à l'occasion de cette réforme du code électoral. On disait qu'il faut ôter le statut d'ancien chef d'État aux gens quand vous finissez de diriger le pays, il fallait vous reposer. C'était une affaire de régler ça. Là, c'est déjà réglé. Justement, c'est pourquoi je dis heureusement que c'est réglé. Mais Boni Yayi, c'est encore un jeune ancien chef de l'État. Il a encore toutes les facultés mentales en place. Il a encore le physique qu'il faut, l'énergie qu'il faut. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous voyez qu'il est encore actif. Bon, n'essayez pas de Dieu donner ce gloire. Lui, par contre, il commence par présenter des signes de sénescence, c'est normal. Mais vous voyez encore qu'il est toujours dans le jeu politique. Il descend de temps à autre dans l'arène politique pour opiner, pour influencer certaines décisions, pour avoir des rencontres données. Boni Yayi, je pense que c'était nécessaire de l'écouter. Maintenant, si on va faire le débat sur les questions, les aspects précis qu'il a eu à aborder dans le fond, on en parlera. On en parlera le temps de réessayer à nouveau Alphonse, je dis Alphonse, honorable Benjamin, vous êtes là. Oui, et vous nous suivez. Est-ce que c'était nécessaire donc d'écrire cette lettre-là à l'opinion, à la République, comme il a dit Boni Yayi? Non, je pense quand même que
Parce que, quel que soit ce qu'on peut reprocher au président Boniaï, je pense quand même que la lettre était opportune. On ne peut pas dénier à un ancien chef d'État d'appeler la République à la réflexion. Parce que ce qui se passe aujourd'hui mérite réflexion. Même si certains peuvent l'accuser d'être l'auteur ou le géniteur de ce que le peuple dit aujourd'hui, ce n'est pas pour cela qu'il faut l'empêcher de prendre la parole, et cette fois-ci à travers un écrit. On a eu déjà l'opportunité d'écouter certains acteurs, et surtout de la majorité présidentielle, ceux qui soutiennent le pouvoir en place, dire que les jeunes qui aujourd'hui restent au piquet pour demander au président de la République de les écouter, que ce n'est pas leur volonté personnelle, que ce sont des gens qui sont derrière les pistoles. Ils les poussent à donc faire les initiatives de Niti, de Cotonou ou je ne sais quoi. Donc le président de la République, qui voit la colère du peuple, ou je dirais l'ancien président de la République, qui voit la colère du peuple, et il était dans une posture de gouvernement hier, et il a vu la colère du peuple. Aujourd'hui, il n'est plus président de la République. Il a certainement l'opportunité d'apprécier comment il regardait ces bruits-là hier et comment il regarde ces bruits aujourd'hui et demande bien entendu à celui qui est aujourd'hui aux commandes d'écouter la voix des jeunes. Je pense que c'est une méthode qu'il faut saluer, c'est une méthode que je pense que les anciens chefs d'État doivent adopter. Et je ne vois pas pourquoi certains sont choqués, d'autant plus que l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo continue de prendre la parole, continue d'écrire. Et donc, on ne peut pas refuser à un ancien président comme Boniaï de ne pas écrire. Il voit que fondamentalement, on doit écouter les jeunes et qu'il en parle, libre à la personne qui, aujourd'hui, qui est aux commandes. Si la personne veut écouter ce que le président de la République les conseille. Parce qu'on dit souvent aussi que les adversaires politiques ne font pas de propositions, ne sont que là pour dégainer, pour insulter, pour dire des balidènes ou pour dire des histoires. Alors là, je pense quand même que c'est une proposition qui est faite. Écoutez les jeunes, je pense que c'est quelque chose à saluer. Il n'a pas dit, les jeunes, révoltez-vous. Non, pas du tout. Il dit que ces jeunes sont en situation difficile. Et vous et moi, nous savons très bien que nous traversons une période difficile et que le président même de la République nous a dit qu'au début de son mandat, il faut serrer les ceintures. Et donc, les ceintures sont serrées jusqu'au jour. Et là, nous sommes à 2 ans et demi de son mandat. Mais si un chef d'État lui dit, mais écoute maintenant ton peuple, je pense quand même que c'est une bonne proposition à mon avis. Ce n'est pas un test insultant, ce n'est pas un test de révolte, ce n'est pas un test d'un revanchard. Non, c'est un test qui invite fondamentalement le peuple à réfléchir. Et quand on dit le peuple, le président de la République actuelle y compris. Alors, Boniaï est acteur immédiat, n'est-ce pas, de Patrice Talon. En tout cas, c'est lui qui lui aura passé la main. Presque instinctivement, on ne peut pas parler de la gouvernance donc, de Patrice Talon sans se mêler dans la gouvernance de Boniaï. Était-il nécessaire, n'est-ce pas? Était-il prudent, n'est-ce pas, d'envoyer ce message tel qu'il l'a fait Alphonse Messoudi? Oui, au-delà de son statut d'ancien président, il est un citoyen. Et il a le droit, il a pleinement le droit de se prononcer sur les réalités de son pays. Il a le droit de donner son avis sur ce qui se passe. Moi, dans la forme, ça ne me pose aucun problème. Il a écrit sur sa page. Vous savez que Boniaï, ce n'est pas Nicéphore Dieudonné Soglo. Oui, tout à fait. Vous savez, il n'y a pas de cadre de concertation des anciens présidents. Sous Boniaï, on avait vu régulièrement
les anciens présidents qui allaient au palais, que Yaya faisait venir pour les consulter. Il y avait aussi un cas de concertation des présidents des institutions. Et à ce niveau-là, chacun avait la possibilité de donner ses conseils. Mais aujourd'hui, il n'a pas ce cadre-là. Mais il a écrit. Moi, ce qui m'a fait plaisir, quand vous lisez la lettre, nulle part il n'a cité le nom de qui que ce soit. Il n'a indexé personne. Oui, mais tout le monde sait à qui il adresse la lettre, même s'il parle de lettre à la République. Oui. On sait que c'est lettre à Patrice Talon, non? Non, pas forcément à Patrice Talon. Patrice Talon n'est pas le seul à diriger le Bénin. Les institutions de la République sont dirigées par des gens. Les ministères sont dirigés par nos compatriotes. Des directions techniques sont dirigées par des personnes. Au-delà du chef de l'État. Le chef de l'État, lui seul, ne dirige pas le Bénin. Il a nommé des gens à des postes de responsabilité qui assument ces responsabilités et lui rendent compte. Donc, quand il parle, quand vous lisez la lettre, il s'adresse à tous ceux-là. Ceux qui ont eu tout au moins une parcelle de responsabilité dans la République. Le chef de l'État, il n'est pas partout, mais il est le premier magistrat. Sa responsabilité est engagée dans ce qu'on dit. Tous ceux qui occupent des postes de responsabilité et qui rendent compte au chef de l'État ont leur responsabilité. Et quand vous lisez un peu le contenu, moi je me suis amusé à quelques extraits. Il dit ce que vit et pense bas, ce que chacun vit et pense bas est relayé par la jeunesse de notre pays. À moins que les Béninois ne soient hypocrites. Si vous arrivez de vous rendre dans peut-être des maquis, dans des buvettes, si vous arrivez de vous rendre auprès de ceux qui sont proches de la République, ils vont vous dire en off un certain nombre de réalités, mais qui n'ont pas le courage de dire en tant que responsable pour ne pas perdre leur poste de responsabilité. Donc il dit, il est temps, c'est le moment de mettre fin à la politique de l'autruche. Ça veut dire quoi? Lui-même, sous son règne, il avait déjà vu des mains invisibles, il a estimé. Moi, depuis que j'ai lu la lettre, je me suis amusé à aller suivre à nouveau à cœur ouvert le 1er août 2012. J'ai suivi la réplique de candidat Zanaï le 28 août 2012 pour voir ce qui se passe. Et quand je vois, c'est un ancien président qui s'adresse à un président actuel avec son équipe. C'est un ami. Parce que quand j'écoute candidat Zanaï qui parlait déjà le 26 août 2012, il dit ils ont eu des acquaintances, que c'est des gens qui se connaissent. Donc au-delà du fait qu'on ne lui donne pas un cadre approprié en tant qu'ancien président de s'exprimer, il se prononce sur ce qui se passe. Et il a donné des chiffres. Il dit 65% de la population est constituée des jeunes âgés de 15 à 35 ans. Et qu'on devait les écouter. Dire qu'il a géré, il a mal géré, cela ne lui ôte pas le droit de donner des conseils. Est-ce que lui, il écoutait les 35... c'est pourquoi je dis... Il écoutait les jeunes? Ce n'est pas parce qu'il a eu peut-être à mal gérer qu'aujourd'hui, il ne peut pas donner des conseils. Il n'a pas, dans le document, dans la lettre, il n'a invectivé personne. Il a juste donné des conseils, il a fait des propositions. Donc, si la veille s'était attaqué vertement au chef de l'État, on allait lui remonter les bretelles, mais il a donné son avis en tant que citoyen et il demande que l'on écoute cette jeunesse, qu'on ne voit pas derrière cette grogne de la jeunesse. Parce qu'il dit, continuer à croire à une main invisible des politiques dans cette grogne de la jeunesse ne peut que relever d'une irresponsabilité. Ça veut dire quoi? Que l'on devait convoquer ces jeunes. L'on devait en fait, il parle de quelle jeunesse, de quelle grogne de jeunesse? Les initiatives? Oui. Quand vous écoutez les différentes initiatives, ce n'est pas des personnes âgées, ce sont les jeunes qui dénoncent. On n'a pas d'emploi, on fait les formations, on finit, on ne nous embauche pas. Et ceux qui avaient du boulot ont perdu leur boulot. Et pour s'inscrire à l'université, on a augmenté les frais d'inscription. Donc, c'est des problèmes réels que nous vivons tous. Mais chaque fois dire que, bon, lui, en tant qu'ancien chef de l'État, il a mal géré, il n'a pas le droit de donner des conseils, c'est grave. Lui, il a fait l'expérience. Il en a tiré les leçons. Même si, au moment où il était au pouvoir, il a commis des impairs, aujourd'hui, il donne des conseils à son ami, il donne des conseils au président de la République, il donne des conseils à tout responsable
occupant une parcelle de responsabilité. Parce que, écoutez, le chef de l'État, il n'est pas ministre, il n'est pas directeur de société, il a nommé des gens pour agir. Donc ceux-là, dans leurs différentes structures, doivent pouvoir quand même accorder une place de choix à la jeunesse, les écouter. Même si vous n'avez pas un boulot aujourd'hui à leur donner, c'est de les rencontrer, de comprendre leurs préoccupations, leur donner des explications. Les jeunes ne demandent que ça. Mais continuer par les dénoncer ça, continuer par les traquer, c'est faire la politique de l'autruche. Joël Jobé, pour vous, qu'est-ce qui a décidé Boni Yayi à enfin sortir de son mutisme? Je pense que Boni Yayi, c'est une expérience de capitaliser en 10 ans. Il y a ce que nous appelons en sociologie institutionnelle la continuité historique. Ce qui voudra dire que quoi? Dès que vous êtes là, vous êtes aîné d'une famille, que vous avez eu la chance d'être éduqué par votre papa, on ne le souhaite pas, et que le papa, très tôt, il est parti donc dans l'au-delà, vos petits frères qui sont restés ont l'obligation de suivre vos pas, parce qu'on estime que vous devenez le père. Vous devenez le papa, et vous transmettez l'éducation capitalisée auprès de votre père à vos jeunes frères. Ça veut dire qu'il y a une succession de faits, de codes de vie et de faits pratiques dans la nature que vous puisez, les valeurs qu'on vous a inculquées, que vous transmettez à vos jeunes frères. Mais s'il ne s'agit pas d'une famille, ici, Patrice Talon n'a rien demandé. Non, écoutez, ici, par exemple, c'est pour vous dire que quoi? Encore que, c'est plus encore exigeant quand nous parlons de la vie d'un État. Où nous avons la formule consacrée qui dit que l'État, c'est une continuité. Ça voudrait dire que nous ne pouvons pas évoluer de rupture en rupture. Et vous savez tout comme moi que depuis toujours, l'ego des hommes forts qui viennent siéger dans le fauteuil de la Marina, l'ego-là fait que quand quelqu'un vient s'installer, il pense que l'autre, tout ce qu'il a eu à faire, c'est comme un château de cartes qui peut s'écrouler à tout moment. Conséquence, il vient avec une nouvelle feuille de route, il conçoit son programme à lui, on ne veut pas donc lui donner le droit, mais vous constatez que pratiquement, on travaille à cisailler, à renier tout ce qui peut être héritage positif, qu'on peut conserver, qu'on peut entretenir, qu'on peut continuer, pas perfectionner, qu'on est venu retrouver quand l'autre régime partait. Et c'est peut-être ce sur quoi Boni Yayi s'est fondé, pour dire que maintenant, peut-être qu'il a eu à emprunter d'autres canaux de communication avec son ami. Il a lui-même l'a dit quand il s'agissait de porter sur les fonds baptismaux le parti FCBE à Parakou, que Patrice Talon reste un ami et qu'il va lui verser les résolutions de leur assise. Donc je considère que Patrice Talon, aujourd'hui président de la République, continue donc l'ami de Boni Yayi. L'homme peut-être a essayé d'autres canaux de communication pour passer son message. Peut-être qu'il n'a pas trouvé l'opportunité de le faire. Moïse parlait tout à l'heure donc d'absence de cadre de concertation. En France, par exemple, il y a cette formule qui est consacrée également. Quand vous n'êtes plus aux affaires, soit vous allez au Conseil d'État ou bien au Conseil constitutionnel, et puis on vous occupe là-bas. Mais Boni Yayi aujourd'hui, je pense qu'il ne veut pas sombrer dans le rôle d'un retraité politique. Ça serait trop rapide. C'est pourquoi je disais que lui, c'est un jeune ancien chef d'État qui a constaté qu'il peut encore contribuer dans sa position actuelle au développement du pays. On n'a pas dit qu'il est un peu désœuvré, c'est pour ça qu'il a pris sa plume. Non, pas du tout, pas qu'il est désœuvré. Mais quand vous avez géré un État pendant 10 longues années, et que vous avez eu à commettre des impairs pendant 10 longues années, et que quand vous étiez en train de partir, puisque quand vous voyez un peu les récriminations qui sont adressées depuis quelques heures suite à cette lettre-là, on parle de 2015, on évoque le système d'intégrité qui serait effondré complètement sous son règne parce que l'impunité, la corruption donc faisant donc figure. On a parlé des actes de corruption, la protection des siens, l'impunité comme je l'avais dit. Est-ce que ce n'est pas le même qui a cherché? Est-ce qu'il ne vient pas donner de leçons dont on n'avait peut-être pas besoin? Non, pas du tout. Et c'est pourquoi moi je dis quoi? Ce n'est pas quand vous avez péché une fois qu'il faut vous jeter, il faut vous clouer au pilori. Ce n'est pas du tout ça. Quand le pécheur reconnaît son péché finalement, finalement, Nicéphore Dieu donner ce glou est péché,
Eh bien, oui, ça peut se comprendre, mais ici, c'est, n'est-ce pas, le successeur En quoi ça peut se comprendre? immédiat En quoi qui ça peut se intervenait. comprendre, déjà, avancé? Je pose la En question. quoi est-ce que si Nicéphore Dieudonné Soglo a péché en 5 ans, ça peut se comprendre et qu'on ne peut pas comprendre Boni Yayi qui a péché en 10 ans? Boni Yayi, c'est bien celui qui, le prédécesseur immédiat. Mais je vous ai dit tout à l'heure que l'État est une continuité. Boni Yayi a hérité peut-être d'un héritage, d'un loup passif, du règne de Kérékou en 10 ans. Kérékou lui-même a repris l'État en 96, avec l'héritage, avec les passifs également de Nicéphore Dieudonné Soglo. Mais on ne peut pas continuer par faire cette lecture linéaire-là de la gestion de l'État. C'est pourquoi moi je dis que on gagnerait mieux aujourd'hui à capitaliser ce qui est de bon dans le régime de Boni Yayi. Si aujourd'hui il pense qu'il ne veut pas laisser encore son successeur tomber dans le même piège et qu'il prend sur lui la responsabilité de lui adresser une lettre, même si c'est une lettre à la République, encore une fois, Patrice Talon, lui seul ne peut pas être la République. La République, c'est à la fois les institutions, c'est à la fois Patrice Talon qui est un citoyen comme nous avant d'aller au pouvoir, c'est à la fois les masses laborieuses, c'est à la fois beaucoup de personnes. C'est à la fois tout le monde. Mais est-ce que l'autre élément, ce n'est pas justement cette amitié que rappelle Boni Yayi, ami à Patrice Talon? Est-ce qu'en réalité, ce n'est pas justement parce qu'ils ne sont pas très amis? Et ça, c'est connu aussi de tout le monde. Non, on pourrait peut-être, là vous m'amenez sur un autre plan de l'analyse, que la lettre, quand vous lisez un peu, quand vous lisez entre les lignes de la lettre, effectivement, comme l'ont relayé ce matin des médias proches du pouvoir, effectivement, vous voyez quand même un chef d'État qui, lui, subtilement, a habillé les mots. Il a habillé les mots. Il a su choisir les mots. Il a su choisir les mots. J'ai retrouvé un Boni Yayi moins émotif dans cette lettre-là. J'ai retrouvé un Boni Yayi qui a abhorré donc sa tunique de sage dans la République. Peut-être qu'il craignait déjà ce qui allait lui tomber dessus. Non? Bon, pas une plainte, peut-être que son conseil de communication, le groupe de communication qui l'a entouré également, a travaillé à cela. C'est également ça. Parce que quand vous êtes un ancien chef d'État, je suis sûr que ça aurait pu peut-être être un autre type de profil que nous n'aurons pas. On n'allait pas avoir ce discours. Parce que c'est un test qui a été vraiment millimétré, un test qui a été mesuré. Les mots ont été vraiment pesés. Et il faut vraiment lire entre les lignes pour savoir que quelque part... Pour éviter la faute des réseaux sociaux. Non, mais la fraude des réseaux sociaux, par exemple, ça peut également être un élément qui justifie le fait que Boni Yayi n'ait pas choisi cette fois-ci un registre plus agressif pour s'adresser à la République, même s'il sait que, à la fin, quand on va lire la lettre, qui est aujourd'hui aux commandes? Celui qui est dans l'action politique aujourd'hui, c'est Patrice Talon. Et quand même, nous tous, nous allons réfléchir. Il nous invite à une réflexion. Quand les 11 millions de Béninois vont réfléchir, à la fin, c'est encore celui qui a la commande en main à la Marina qui pourra actionner. Il dispose d'un pouvoir extrême aujourd'hui qui peut actionner les choses. C'est pourquoi même si on s'efforce à ne pas le reconnaître, s'il n'a pas pu verser à Patrice Talon les résolutions du congrès des FCBE, ce n'est pas les réflexions, les fruits des réflexions qu'il va verser non, ça, c'est à Patrice Talon. qui le dites peut-être. Mais Honoré Benjamin Naoum, on a lu à travers la lettre de Boni Yayi et à chaque fois il est revenu là-dessus, la jeunesse, on a l'impression que c'est les différentes initiatives et surtout cette accusation que c'est entre autres lui qui est l'auteur, l'instigateur de tout ça, c'est ceci qui l'aura décidé à prendre sa plume. Vous savez que je ne peux pas faire cette affirmation-là parce que je ne peux en aucun cas dire et répéter ce que les leaders du pouvoir sentent donc dans les rues, comme quoi ils seraient donc à la base de la colère des jeunes. Je ne pense pas que quelqu'un qui est à la base de la colère des jeunes puisse maintenant adresser un courrier donc à la République. Il peut se dédouaner, non? Et c'est ce qu'il a fait. Non. Vous savez, tout est possible, mais moi, je ne veux pas du tout faire l'analyse dans ce sens-là parce que je ne trouve pas pertinent. Je ne trouve pas pertinent qu'un ancien chef d'État demande aux jeunes d'aller dans les rues pour dire qu'il y a régionalisme, il y a ceci, il y a ceci. Non. Je pense que même dans sa gouvernance, il ne peut jamais accepter donc cette idée. C'est vrai que par le passé, il a fait une émission qui est restée donc dans les mémoires où, bien entendu, il avait dit que il va appeler les siens, il était acculé
de part et d'autre. Donc, il s'est Oui, mais rabattu. Donc, justement, on a sur- l'impression aujourd'hui que avec, n'est-ce pas, la région, le Nord notamment, ce sont donc les jeunes du Nord qui sont sortis. On a l'impression que si ce ne sont pas les siens, ce sont les enfants des siens qui sont sortis. Vous savez, cet argument ne peut plus tenir. Parce que l'initiative de Niki, ça s'est répété dans d'autres localités. Donc, ça fait tomber rapidement cette idée. Parce que ce n'est pas localisé seulement à Niki. Il y a eu l'initiative de Cotonou, il y a eu de Ouida, de Porto-Novo, je ne sais pas. N'importe ne veut pas. Donc, ce qui est important qu'il faut retenir, c'est d'aller donc dans la profondeur de son texte. Parce que quelque part, il a bien signifié, il dit quoi? Vers la fin de l'écrit de Boniaï, je cite, les pères fondateurs de ce pays en quête d'une démocratie enrichissante, lesquels sont délégataires de Dieu, notre Père céleste, le plus démocrate, ne nous pardonnera pas ce virage dangereux que nous amorçons aujourd'hui parce que fait d'exclusion sur la base de l'ethnie, du sexe, de l'âge, du tribut de région et de la position sociale. Je pense que vous voyez bien la teneur de son message. Oui, c'est à nous rappeler aussi les propos donc tenus à Niki, non? Oui, c'est pour nous dire tout simplement que nous ne devrions en aucun cas évoluer sur ces bases-là si on veut construire un État. Ce message s'adresse à ces jeunes qui sont en colère, ça s'adresse aux journalistes, ça s'adresse aux citoyens lambda, ça s'adresse à nos gouvernants également, que ce soit ceux qui sont au Parlement, que ce soit ceux qui sont au niveau de l'exécutif. N'oubliez pas que nous avons longtemps entendu dans ce pays, à l'hémicycle, des députés qui ont levé leur petit doigt, à qui on a accordé la parole, et qui ont dit que tel projet, ça doit être pour ma localité. C'est déjà un langage d'exclusion. C'est déjà un langage d'exclusion. Nous devions penser la République et non penser clan. Et donc, Boniaï attire encore notre attention dans son message, ce qui prouve très bien, parce que dans ce message, il n'a pas dit « je soutiens le discours des jeunes », mais il dit que les jeunes sont en colère. Et comme les jeunes sont en colère, c'est grâce à quoi? Il les a justifiés en parlant d'indices de développement, en parlant, bien entendu, de la pauvreté, de la jeunesse en paix. Et donc, il y a plusieurs éléments quand même qui ont été utilisés par le président Boniaï à travers son message pour amener les uns et les autres à comprendre. Parce que ce que le président dit, vous et moi, on n'a jamais cessé de l'évoquer à travers nos interventions. Il fait référence même au mécanisme africain de l'évaluation par les pairs. Je pense que vous l'avez vu souvent sur ce terrain-là, pour susciter quand même la transformation de notre pays. Mais maintenant, quand on écoute ce message et qu'il faut jeter la pierre à Boniaï, il faut faire attention. Pourquoi je dis qu'il faut faire attention? Parce que le président Boniaï a quitté le pouvoir, ça fait 2 ans et demi. Je pense qu'il y a un temps pour jeter la pierre au président Boniaï, et il y a un temps pour montrer maintenant à l'opinion publique que la mauvaise gouvernance décriée par le président Boniaï, on a tourné la page et que le lait et le miel coulent. Mais si nous restons dans ce schéma de serrage de ceinture après 2 ans et demi, on ne peut en aucun cas tirer aujourd'hui à boulet rouge sur le président
Boni Yayi à travers ce texte qu'il a déposé sur la toile pour la République. Donc, le pouvoir actuel doit pouvoir entrer en lui-même et dire qu'est-ce qu'il faut prendre de bon dans ce message de Boni Yayi, qu'est-ce qu'il faut mettre de côté. Parce que ce texte-là, quand vous lisez le texte, vraiment, avec un regard innocent, parce que ceux qui ont des prédispositions, parce que vous me connaissez bien mes prises de position par rapport à la gouvernance. Aujourd'hui, je n'ai pas Boni Yayi en face de moi. J'ai le président Patrice Talon qui dirige les Béninois et qui a promis transformer le Bénin et qui a dit qu'en 5 ans, il peut faire des miracles. Et que nous tous nous attendons. Et nous sommes à la moitié de son mandat. Mais s'il continue toujours de regarder en arrière, au lieu de lire ce document calmement, avec un regard innocent, sans même voir d'abord l'auteur, parce que le début du texte ne mentionne pas l'auteur. C'est totalement à la fin qu'on voit qui a signé le document. Donc si on rentre en soi-même et qu'on décide de lire posément ce texte, je pense qu'on peut tirer les choses. Parce que n'oublions pas ce que nos anciens nous ont toujours enseigné. Le vieux assis voit plus loin que le jeune debout. Le président Boni Yayi a dirigé le Bénin. Il connaît les difficultés. Il connaît ce qui a pu marcher. Là où il a trébuché, il est en même de le savoir. Et donc, si lui, il nous appelle aujourd'hui à faire attention, je pense que les gouvernants qui se retrouvent aujourd'hui en action et qui, par moments, peuvent s'écarter même de leur vision primaire, ils doivent quand même se remémorer. Et donc dire qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus avoir à recevoir des écrits du genre. Parce que même si nous sommes d'accord que l'écrit peut choquer ceux qui nous dirigent aujourd'hui, mais regardons la profondeur du texte, ne voyons pas forcément le président Boni Yayi en train d'écrire, mais lisons entre les lignes et regardons bien ce qu'on peut prendre en compte pour que dans les semaines, dans les mois et dans les années à venir, qu'on puisse dire quand même que la rupture a impacté d'une manière ou d'une autre le développement de ce pays. Merci à vous, Honoré Benjamin Naoum, restez toujours avec nous. Hein. Il a Joël qui parlait, n'est-ce pas, des mots qui ont été bien choisis à dessein, mais il a une partie du texte, Alphonse Soudé, où, je cite, Boni Yayi parle de malaise généralisé, reflet de l'effet d'une arme de destruction massive. N'est-ce pas exagéré ça, la description d'un Bénin d'aujourd'hui? Non, vous savez, moi, quand je vous ai dit, quand j'ai lu la lettre, j'ai fait une analyse comparative de Boni Yayi, 1er août 2012, et la réplique qu'on appelle Azanaï, qui était proche de Patrice Talon. Et aujourd'hui, quand vous faites une lecture croisée, Boni Yayi n'a dit que ce que nous constatons tous. Parce que avant même ça, il avait dit améliorer la gouvernance des affaires dans notre pays, dans notre patrie commune. Si vous arrivez de faire un tour au trésor, vous allez voir. Si vous arrivez de rencontrer les jeunes opérateurs économiques, ils vous diront que depuis avril 2016, ils n'ont plus de marché. Donc certains se sont vus obligés de fermer les entreprises. Et quand vous fermez une entreprise, c'est que c'est des familles que vous mettez dans la rue. Et ces gens-là souffrent en silence. Parce qu'en face d'eux, il n'y a personne pour les rassurer. Les gens vous diront, quand vous allez au trésor, on va vous dire, il y a des privilégiés de la République. Tous les marchés de la République leur reviennent de droit. Il y a des gens qui n'ont rien. Et quand ça se passe comme ça, jusqu'à quand les gens vont-ils se taire? Et c'est pourquoi il dit à son ami, il faut améliorer la gouvernance des affaires dans notre pays. Parce que il y a des gens qui depuis là n'ont plus rien, sont à la maison. Ils ruminent leur colère. Et c'est ça que la plupart des jeunes ont traduit. Parce que, qui vous souviennent qu'on a fermé la Sonapra, qu'on a fermé beaucoup
de société, à l'avènement du régime, et tous ceux-là sont à la maison. Est-ce qu'ils ont été recasés? Non. Et la plupart de ceux-là sont des jeunes. Donc, ils demandent de prendre vite les mesures qui s'imposent pour éviter qu'il n'y ait une explosion. Et je dirais, comme Naoum, au-delà, moi j'ai déjà lu sur les réseaux sociaux tous les récriminations vis-à-vis de Boni Yayi. Et Boni Yayi, ça ne va pas l'étonner. Il sait qu'en dépit du choix minutieux des mots, il y aura toujours des gens pour l'invectiver. Les gens, certains ont même osé dire, Monsieur le Président, taisez-vous. Il dit non. On doit prendre ce texte-là, on doit le décortiquer. Dans le réquisitoire. Peut-être outrage à ancien chef d'État. Ben écoutez. Non, ça existe. Oui. C'est un outrage qui existe On doit prendre ce texte-là, donner ça aux spécialistes pour dire, faites-nous un tableau synthétique. Qu'est-ce qu'il dénonce? Qu'est-ce qu'il propose? Dans ce qu'il dénonce, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Dans ce qu'il propose, qu'est-ce qui est faisable? Qu'est-ce qui n'est pas faisable? C'est ça la règle. Parce que on dit la fonction de l'opposition est la critique permanente. Celui qui vous dit, mon frère, ce que tu fais, ce n'est pas bon, j'aurais souhaité que tu empruntes ce chemin le de l'autre, c'est que il vous donne des conseils. Vous n'êtes pas obligé de respecter ces conseils, mais vous devez jeter un regard. Il vous donne des conseils qu'il n'a pas pu se donner lui-même hier. Non, Vigile, je vous refuse cela. Non, je pose une Ce n'est pas parce qu'en 10 ans, Boni Yayi n'a pas pu faire des choses qu'aujourd'hui, on va lui dénier le droit de donner des conseils. Il a reconnu. Et on ne me dira pas, au départ de Patrice Talon, que tout est rose à 100%. Ce n'est pas possible. Ce qui est sûr, dans ce que chaque président a fait, il y a le bien, il y a peut-être le mauvais. Mais on doit capitaliser ce qui est bien. Boni Yayi a eu le temps. Écoutez, qu'on ne se trompe pas. Combien de cadres aujourd'hui entourent le président Talon, le président Patrice Talon, qui n'ont pas travaillé avec Boni Yayi? Il y en a combien? Il y en a combien? Le secrétaire général du gouvernement, il a travaillé avec le président Boni Yayi. Vous prenez Koubaki, il a travaillé avec le président Boni Yayi. Il y a beaucoup de cadres, beaucoup de techniciens qui sont aujourd'hui avec Patrice Talon, qui ont travaillé avec Boni Yayi, donc qui sont en quelque sorte responsables du bilan de Boni Yayi, mais qui aujourd'hui se retrouvent encore avec Patrice Talon. Donc il n'a pas tort de donner des conseils parce qu'il a vécu. Il a vécu, il a travaillé avec ces mêmes cadres qui l'ont conseillé, qui lui ont proposé des choses. Donc aujourd'hui, il prend du recul. Moi, je dirais au président Boni Yayi de ne pas écouter les critiques, ça va arriver. Parce qu'il y a des caciques du régime qui n'aiment pas qu'on parle du régime. Mais on doit parler, on ne parle pas, on ne critique pas pour critiquer, mais ce qui est là, c'est clair. On dit 65% de la jeunesse, 15 à 35%. Et vous savez en quelle occasion on les utilise. Bientôt les campagnes vont commencer. Bientôt les campagnes vont commencer. On va les utiliser. C'est éphémère. Quand vous faites les campagnes pour les élections, on vous donne de l'argent. C'est éphémère. Il faut qu'on leur trouve le travail. Parce que nous avons vu dans d'autres pays la force de cette jeunesse. Et il avertit, il prévient. Moi, je voudrais qu'on prenne cette correspondance-là dans ce sens, qu'on se dise, on va étudier, on va analyser. Si possible, puisque certainement, je ne le sais pas, certainement qu'il a cherché à rencontrer son ami pour discuter, mais comme il n'y a pas ce cadre-là, il est allé sur les réseaux sociaux, il a choisi ses mots. Et si vous lisez bien, il n'a cité le nom de personne. Nulle part dans le document, vous le verrez. Et ça le dédouane de quoi? Qui n'est pas cité de nom. Il parle à la République. Il parle au président de l'Assemblée, il parle à l'Assemblée, il parle à la Cour constitutionnelle, il parle au Conseil économique et social, il parle au gouvernement, il parle à toutes les structures de la République. Vous ne citez pas peut-être le principal. Le chef de l'État, il parle aux médias, parce que dans la République, pour que tout aille mieux, chacun a un rôle à jouer. Et il parle encore à ceux qui, les sachants, qui se taisent. Ceux qui savent que ça, ce n'est pas bon, mais pour des intérêts inavoués et inavouables, se taisent, pour ne pas perdre leur poste, ou bien pour ne pas être traqués, ils se taisent, ils parlent à tout le monde, ils parlent aux journalistes, ils parlent à tout le monde. La République, c'est pourquoi dans la République, nous sommes tous dans la République, il voudrait que chacun prenne ses responsabilités, il voudrait que chacun joue le rôle qui est le sien, en fermant les yeux sur nos intérêts personnels, et que nous devons mettre au cœur de la République l'intérêt de la grande majorité. C'est ça.
Joël Chougbé, je ne vais plus vous amener à faire une comparaison entre la République sous Boni Yayi et la République sous Patrice Talon, mais vous qui êtes sociologue, on va faire un peu de psychologie. Est-ce qu'on peut se renseigner déjà, on peut avoir une idée, n'est-ce pas, de l'état d'âme des dirigeants, ceux-là à qui justement ce message est adressé? Non, en de pareilles circonstances, vous comprenez que lorsque vous êtes dans une zone de confort et que on vient vous extirper de cette zone de confort, la nature humaine est par essence réfractaire à cela. C'est pour vous dire que quoi? Aujourd'hui, quand vous dorlotez quelqu'un qui est au pouvoir et qui pense que il a la science infuse et qui pense que effectivement ce qu'il implémente comme réforme, comme vision, comme politique, que c'est ce qu'il faut pour aller vers le progrès. Et il est convaincu de cela. Et que un discours, un texte fut-il écrit par un ancien chef de l'État, vient maintenant remettre subtilement en cause cette vision qui ne tient pas compte non seulement de la jeunesse, 65%, et qui identifie clairement une politique qui assèche les sources vitales de développement et qui identifie une politique qui démolit l'état de droit. Et ça, c'est dans le texte de Boni Yayi que je suis allé le puiser. Et qui identifie, même s'il ne le dit pas directement, la justice comme étant une justice qu'on utilise pour donner une caution légale à l'arbitraire en matière de privation des libertés. Je suis désolé de vous arrêter, désolé de jouer encore ce rôle, mais est-ce qu'on ne peut pas retoquer à Boni Yayi que la République tombait déjà sous lui, la justice, comme il a dit, les droits de l'homme, l'état de droit, c'était déjà pas... Comparaison n'est pas raison. Non, vous savez, comme un ministre du gouvernement l'a dit il y a un instant, nous ne voulons plus regarder dans le rétroviseur. Et donc moi, je me refuse ce soir, Vigile Avancé, de continuer par faire de la fixation sur la gouvernance de Boni Yayi. Et nous sommes ici ce soir pour décortiquer le discours de Boni Yayi, pour tirer ce qui est bien dedans, c'est ce qui est essentiel. Aujourd'hui, c'est normal que le discours de Boni Yayi gêne, même si en partant, il a légué un héritage qui est apprécié diversement. Est-ce qu'il y a eu plus de bien que de mal? Est-ce que ce qu'il a laissé à son successeur permettait à ce dernier de faire le miracle en 5 ans et d'être porté en triomphe comme lui-même l'a souhaité évidemment? Vous voyez que les discours sont des discours qui veulent justifier même déjà l'échec peut-être probable de ce régime même. Parce qu'on dit, si vous avez fait 10 ans et que vous n'avez pas pu réussir à des endroits donnés dans des secteurs vitaux de la République par exemple, ne demandez pas à celui qui vient de faire à peine 2 ans et demi de pouvoir révolutionner le Bénin. Mais il faut aussi rappeler à ces personnes qui parlent comme ça que le discours de Boni Yayi, n'était pas en train de rechercher peut-être à faire une comparaison entre 10 années et 2 ans et demi. Il peut écrire ça sans comparer ça à sa gestion? Non, je pense que dans le discours, il n'a pas fait de comparaison. Vous avez vu quelque part où Boni Yayi a fait de la comparaison? Je n'en ai pas vu. J'ai lu le texte, j'ai relu plusieurs fois le texte avant de rentrer ici. Il n'y a pas eu de comparaison. Le monsieur, il est venu, il dresse un bilan, il voit déjà les signaux qui se dégagent, il voit les boudonnements qui s'observent ça et là, et c'est sûr et certain que le traitement aujourd'hui de l'information au lendemain donc de ce test-là renseigne sur l'état d'âme de ceux à qui ce message n'a pas plu, ceux qui ne se sont pas sentis à l'aise dans leur peau en lisant ce message, parce que ceux qui sont aujourd'hui aux commandes du pays se sont certainement sentis frustrés par même si les expressions étaient vraiment soigneusement choisies. Aujourd'hui, il est clair. Vous pensez, quand on parle donc de malaise généralisé, reflet de l'effet d'une arme de destruction massive, est-ce le Bénin d'aujourd'hui? Boni Yayi, c'est basé sur des éléments. Et les éléments, nous les avons également rappelés ici ce soir. On a parlé d'une jeunesse qui serait exclue, avec notamment... il ne parle pas que des jeunes, il parle aussi des femmes. Voilà ce que nous disons. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les cautions, les faramineuses cautions qui ont été consignées dans le code électoral, comment vous voulez expliquer par exemple à cette jeunesse qui n'a pas de quoi manger? Mais lui, il avait déjà essayé de la porter ensemble. Cette jeunesse, mais s'il a essayé, il n'a pas pu. S'il a essayé, il n'a pas pu.
Mais ceux qui l'avaient combattu quand il avait dit 100 millions, aujourd'hui ont accepté 250 Ceux millions. qui ont combattu cela et qui ont écrit des choses, des tests sur les réseaux sociaux, j'ai lu encore dernièrement des rappels de mémoire des personnalités dans ce pays, et qui ont dit 100 millions vraiment, c'est vraiment, je m'abstiens de sortir le mot. Aujourd'hui, les mêmes personnes ont donné caution, ont avalisé les 250 millions retenus comme caution. Comment vous pouvez expliquer ça? Donc, je pense que Boni Yayi a fait appel à des éléments que nous observons dans la République, des éléments sur lesquels il n'est pas le premier. D'autres figures, d'autres personnalités ont déjà attiré l'attention de nos gouvernants actuels pour leur dire, écoutez, ne foncez pas la tête baissée. Parce que quoi? La puissance, la force dévastatrice donc de la jeunesse, on connaît cette puissance-là. Et quand partout ça rugit, partout ça rumine, ça gronde, je pense que le devoir moral de tout gouvernant, c'est de marquer une pause et de s'interroger et d'interroger effectivement l'efficacité, l'efficience des actions qu'il pose dans la République pour impacter chaque couche. On parle de problème de chômage. Est-ce que vous allez me contredire dans ce studio? Est-ce que, n'est-ce pas, même à l'université, quand on déverse sur le marché de l'emploi chaque année, pratiquement 100 000 étudiants diplômés chaque année, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir quel est le marché d'emploi qui va les absorber? Patrice Talon vous dira que ce n'est pas de son temps. C'est la fin de cette émission. Demain, vous parlerez jouer. Demain. Merci à chacun, merci à tous de l'avoir suivi avec Georges Renaud à la technique. Demain, c'est un autre numéro, le 3e rendez-vous, non plutôt, le 4e rendez-vous donc de l'intégral de la semaine.